Bonjour à tous, merci de votre participation à cette webconférence consacrée à la place de la voiture électrique dans la mobilité de demain. Alors pourquoi est-ce qu'on s'intéresse à la mobilité électrique et à la voiture électrique aujourd'hui? Parce que c'est une des solutions les plus prometteuses pour faire baisser nos émissions de gaz à effet de serre. Donc, vous le savez, la France s'est engagée à être neutre en carbone à l'horizon 2050. Et pour atteindre cet objectif, bien évidemment, tous les secteurs doivent être mis à contribution, mais celui des transports routiers est particulièrement crucial, puisqu'aujourd'hui, le transport routier, c'est près d'un tiers de nos émissions, un petit peu moins, mais c'est surtout le secteur dans lequel les émissions de gaz à effet de serre ont le plus progressé depuis les années 90, les émissions dans ce secteur ont augmenté de 13%, alors que l'ensemble des émissions nationales se sont plutôt réduites, ont diminué de 16% depuis 90. Et dans ce secteur du transport routier, le véhicule particulier, la voiture particulière, représente une grosse part, enfin un peu plus de la moitié des émissions. Donc il y a vraiment un enjeu sur les voitures particulières à réduire les émissions. C'est pour cette raison que dans le plan climat, le gouvernement français a annoncé l'interdiction de la vente, ou l'arrêt de la vente à horizon 2040 de l'ensemble des véhicules émetteurs de gaz à effet de serre. Alors, dans une première partie, on va faire un peu avec vous le tour des politiques publiques qui sont mises en place dans les différents pays du monde pour favoriser le déploiement de véhicules électriques, pour remplacer les véhicules thermiques et donc réduire nos émissions de gaz à effet de serre. Et puis on aura ensuite un petit temps d'échange. Et je laisserai la parole à Nicolas pour discuter de l'infrastructure de recharge et puis des questions industrielles que pose le déploiement du véhicule électrique. Alors je vous l'ai dit, la France a annoncé son objectif d'interdire la vente de véhicules thermiques à horizon 2040, enfin de véhicules émettant du CO2 à horizon 2040, mais ce n'est pas le seul pays. Vous voyez sur cette carte qu'en Europe, il y a plusieurs pays qui ont annoncé l'objectif d'arrêter les ventes de véhicules thermiques, à des horizons plus ou moins longs, entre 2025 pour la Norvège et puis 2040 pour le Royaume-Uni et la France. Et puis pour différents types de véhicules. Donc nous, en France, c'est l'ensemble des voitures émettant du CO2 qui devrait être interdit à la vente en 2040. Au Royaume-Uni, c'est ciblé sur les véhicules essence et diesel. Et ensuite, si dans la plupart des pays, on affiche un objectif d'interdire la vente de ces véhicules, on peut remarquer qu'en Norvège, ils ont le même objectif d'arriver à 100% de voitures neuves électriques en 2025, mais sans que ce soit contraignant, donc uniquement avec des incitations. Alors ça, c'est pour les objectifs de moyen terme. À court terme, à plus court terme, les villes se saisissent de la question et donc plusieurs villes ont pareil, de la même façon, annoncé des interdictions de circulation pour les véhicules thermiques. Alors ça passe... c'est pareil, il y a des interdictions de court terme, des interdictions à plus long terme. C'est parfois sur des zones restreintes ou carrément sur l'ensemble de la ville, selon les pays. Et donc à Paris, typiquement, c'est pour la circulation de l'ensemble des véhicules diesel et essence devrait être interdite à horizon 2030. Et donc l'ensemble des villes se mettent... Enfin, voilà, l'objectif, du coup, c'est effectivement plutôt à long terme de faire disparaître les véhicules des voitures individuelles des centres-villes. Et il faut noter, par ailleurs, que les décisions de justice en Allemagne ont tendance à pousser les villes à interdire la circulation des véhicules diesel, y compris du niveau Euro 5. Donc c'est vraiment une tendance généralisée en Europe de faire disparaître des centres-villes ces véhicules thermiques. Alors on a des objectifs ambitieux. Dans la pratique, vous voyez sur ce graphique, les ventes de véhicules électriques sont quand même relativement faibles. Alors je ne sais pas si c'est très clair. À Paris, on est autour de 2%. Alors c'était en 2016, maintenant on doit être autour de 3% de ventes de véhicules électriques dans les ventes. On est à un peu moins de 2% au niveau de l'ensemble de la France, donc ça reste très faible et on n'est pas encore complètement sur la ligne pour atteindre l'objectif 2040. Et globalement, dans le monde, il y a 3 zones dans lesquelles les ventes de véhicules électriques atteignent plus de 10% des ventes, ce qui sont la Chine,
la Norvège et... enfin, c'est pas la Chine. Certaines villes chinoises, pardon, la Norvège et certaines villes californiennes. Alors, comment font ces pays ou ces régions pour développer le véhicule électrique? Ce qu'on observe partout, c'est que dans tous ces pays, il y a une combinaison à la fois d'incitations financières qui peuvent passer soit par des subventions pour le véhicule électrique, soit par une pénalisation, une taxation supplémentaire des véhicules thermiques, et puis des incitations non financières, qui sont par exemple des places de stationnement réservées, la possibilité pour les véhicules électriques d'utiliser voies de covoiturage, des possibilités de rentrer dans les zones à circulation restreinte qui sont interdites aux véhicules thermiques, ce genre de péage gratuit, ce genre de choses qui viennent compléter les incitations financières en faveur du véhicule électrique. Et puis il y a aussi, notamment en Californie, certains pays qui imposent, la Californie et puis demain la Chine, qui imposent des quotas de vente de véhicules électriques aux producteurs de véhicules. Alors, dans le détail, donc en Chine, je vous l'ai dit, il y a des subventions à l'achat des véhicules électriques, s'ils sont chinois, c'est quand même à noter. En plus de cette subvention à l'achat, les villes comme Pékin ou Shanghai ont introduit des quotas de plaques d'immatriculation, enfin de nouvelles plaques d'immatriculation, en fait, et des quotas de vente de véhicules dont l'objectif est de limiter la congestion des centres-villes. Et donc vous voyez là sur la ville de Pékin, le quota de nouvelles plaques d'immatriculation s'est fortement réduit, d'abord en 2014 puis à nouveau en 2018. Et à l'inverse, une part croissante de ces nouvelles plaques d'immatriculation est réservée aux véhicules électriques. Donc ça, c'est évidemment une forte incitation pour les particuliers à demander un véhicule électrique, ils ont plus de chances d'avoir leur véhicule. Bon, ça c'est la Chine, c'est peut-être un peu difficile d'implémenter ce genre de politique en France. Plus près de chez nous, la Norvège, qui est le seul pays européen dans lequel les ventes de véhicules électriques ont véritablement décollé, puisque là aujourd'hui, ils sont à près de 50% des ventes de véhicules qui sont des véhicules électriques ou hybrides rechargeables. Et on voit que en Norvège, depuis 1990, il y a une politique qui est très cohérente en faveur du véhicule électrique. C'est à la fois, comme je vous le disais tout à l'heure, des incitations financières et puis des incitations plus indirectes. Et donc ça a commencé à partir de 1990 avec des exemptions de taxes à l'importation, de taxes à la circulation. Et puis en 2001 sur les exemptions de TVA pour les incitations financières. Et puis dans les incitations indirectes, des péages gratuits en 1997, le stationnement gratuit en 1999, les ferries gratuits en 2009, voilà, en 2005 l'accès au voie de bus au niveau national. On peut noter aussi que dans des villes comme Oslo et Bergen, l'électricité est gratuite sur certaines bornes de recharge. Donc là encore, une incitation en faveur du véhicule électrique. Et donc voilà, en Norvège, il y a vraiment eu depuis 1990 une politique très cohérente pour le véhicule électrique, même si on peut noter que les ventes n'ont décollé véritablement qu'avec l'apparition sur le marché des modèles grand public, Nissan, Tesla, etc. Voilà. Non, je suis revenue en arrière, excusez-moi. Voilà, et donc toutes ces incitations financières, toutes ces mesures en Norvège font que c'est le seul pays où le véhicule électrique est moins cher à l'achat et à l'utilisation que son équivalent thermique. Donc là, c'est sur des données un peu anciennes, de 2013, mais vous voyez que sur la partie gauche du graphique, je vois mal les couleurs, mais en marron, vous voyez, vous avez le prix hors taxe d'achat du véhicule électrique, des véhicules électriques et thermiques. Et on voit qu'avec la TVA et la taxe d'immatriculation et de circulation, le véhicule électrique revient finalement moins cher à l'achat. Donc la Zoé revient moins cher à l'achat que la Clio en Norvège. Et que cet avantage qui existe déjà, alors qui est léger à l'achat, mais qui existe déjà à l'achat, est en plus amplifié à l'utilisation avec un coût de l'électricité qui est beaucoup plus faible que le coût du carburant. A l'inverse, sur la droite du graphique, vous avez le cas français, où on voit bien que même avec le bonus,
le prix à l'achat du véhicule électrique est supérieur au prix du véhicule thermique, pardon, et que cet écart n'est pas compensé par le moindre coût à l'utilisation entre l'électricité et les carburants. Et il faut noter également qu'en Norvège, au-delà de cette politique en faveur du véhicule électrique, les taxes qui sont mises en place les incitent fortement l'achat de véhicules supérieurs à 1,5 tonne. Vous voyez la cassure de la courbe, du haut, c'est-à-dire que dans la taxe norvégienne, il y a à la fois une composante CO2, une composante et une composante masse, j'arrive plus à voir l'autre, et une composante puissance, voilà. Et donc l'articulation de ces trois composantes fait qu'il y a une forte désincitation à acheter des véhicules trop lourds et donc trop émetteurs de CO2. Donc il y a vraiment une cohérence globale de l'ensemble des politiques sur l'achat de véhicules électriques en Norvège qui incite à acheter des véhicules beaucoup moins émetteurs. Voilà. Enfin, pour terminer cette question sur les politiques publiques, juste cette slide pour insister sur l'importance des incitations financières et du prix relatif du véhicule électrique et du véhicule thermique dans les décisions d'achat des individus. Avec l'exemple ici des Pays-Bas, puisque alors, les Pays-Bas avaient choisi de favoriser fortement les véhicules électriques en les exemptant d'imposition sur l'usage personnel de nourriture de société, qui est en gros le montant, enfin le revenu, le montant de l'avantage en nature, en fait, c'est ça l'équivalent en France, le montant de l'avantage en nature lié à l'usage d'un véhicule de société. Et donc cette exemption valait à la fois pour les hybrides rechargeables et pour les véhicules électriques à batterie. Et les autorités néerlandaises se sont rendues compte qu'en fait les véhicules, 80% des véhicules électriques étaient des véhicules hybrides rechargeables qui, pour la plupart du temps, étaient utilisés en mode thermique et donc ont voulu moduler l'avantage qui était accordé aux véhicules hybrides rechargeables, pardon, et réassujettir ces véhicules hybrides à la taxe sur l'usage personnel de la voiture de société. Et donc on voit que, donc ça c'était en 2015 notamment, et on voit que les ventes de véhicules hybrides rechargeables ont fortement chuté entre 2015 et 2017. Ils ont été quasiment divisés par 4. Donc voilà, on a le même exemple avec le Danemark, où le Danemark avait une politique très incitative en faveur des véhicules électriques jusqu'en 2015 aussi, avec un avantage des incitations financières qui faisaient que sur 4 ans, le véhicule électrique type Clio le véhicule électrique type Zoé, pardon, revenait jusqu'à 5 000 € moins cher sur 4 ans que la Clio, parce que les Zoé étaient exemptés de taxes à l'immatriculation. Puis en 2015, le Danemark a voulu réassujettir progressivement les véhicules électriques à la taxe sur l'immatriculation. Et en 2 ans, les ventes de véhicules électriques ont chuté de près de 80%. Donc c'est voilà, juste pour insister sur le fait que c'est quand même le premier argument pour développer le véhicule électrique, c'est vraiment le coût à l'utilisation, à l'achat d'abord et ensuite à l'utilisation du véhicule électrique, et c'est une part essentielle des politiques publiques si on veut développer le véhicule électrique. Voilà. Je vous propose un petit temps d'échange sur ces questions-là de politique publique, et puis ensuite Nicolas prendra la parole sur les recherches. Alors, je vois rien. Alors peut-être 2 questions. Alors on avait une première question de Jean-Jacques. Jean-Jacques qui nous demandait, est-ce que l'ensemble des véhicules, est-ce que cela signifie les camions aussi? Alors là, dans le rapport qu'on a publié, on s'est focalisé effectivement sur les voitures, mais les véhicules électriques, ça comprend les camions, ça comprend les trains, parfois les avions, mais aussi les vélos, les trottinettes, etc. Ce qui est certain, c'est que pour l'instant, les transports longue distance, comme le camion, comme le bateau et comme l'avion, c'est plus compliqué à électrifier puisque ça nécessite plus de batteries. Donc vous avez des constructeurs comme Tesla qui développent des camions, mais pour l'instant on est encore au stade de prototype
et donc vous n'en croiserez pas encore dans la rue. Voilà, alors une question de Caroline, est-ce que les véhicules hybrides sont concernés par l'interdiction à la vente? Aujourd'hui, le plan climat dit interdiction des véhicules émettant des gaz à effet de serre, enfin émettant du CO2 à horizon 2040. Donc techniquement, oui, les véhicules hybrides sont pour l'instant concernés par cette interdiction. Une question de Didier qui demande pourquoi favoriser plus l'électrique que l'hydrogène. Alors l'hydrogène pour moi est un véhicule électrique aussi, donc il n'y a pas de raison de il est aujourd'hui autant favorisé voilà. Puisqu'il a le même bonus de 6 000 € à l'achat qu'un véhicule électrique. Voilà, donc il n'y a pas de différence. En revanche, il est quand même moins développé que le véhicule électrique à batterie, donc c'est peut-être aussi pour ça qu'on a un focus véhicule électrique à batterie et véhicule hybride rechargeable dans notre présentation. Une autre question de Julien B. Quel est le coût carbone de l'extraction des matières pour fabriquer les batteries des véhicules électriques? Alors ça, je vais y revenir dans la suite de la présentation, mais effectivement, la fabrication des batteries, l'extraction des matériaux qui rentrent dans sa fabrication consomme de l'énergie et donc on doit prendre en compte ce carbone gris quand on fait le bilan de la voiture électrique et qu'on veut comparer ce bilan avec la voiture thermique. Pourquoi ne pas travailler avant tout sur la réduction du transport individuel? Alors oui, je pense qu'il faut faire les deux en parallèle, mais bien évidemment, la voiture électrique n'est pas... enfin, remplacer toutes les voitures thermiques par une voiture électrique n'est clairement pas la solution pour réduire complètement nos émissions de gaz à effet de serre et notre impact environnemental. Et donc, c'est deux axes qu'il faut travailler en parallèle pour moi. Je suis d'accord. Et pour compléter, aujourd'hui, il faut dans la plupart des cas, quand c'est possible, quand on a une alternative avec la voiture individuelle, bien évidemment, il faut essayer de l'utiliser. Alors, c'est pas forcément que du train, ça peut aussi être le covoiturage, qui est une bonne façon aussi de réduire sa consommation de carburant. Mais ensuite, c'est le problème de la voiture électrique, c'est surtout pour les gens qui n'ont pas le choix. En France, vous avez beaucoup de gens qui se déplacent, qui n'habitent pas forcément en ville et qui n'ont pas forcément d'alternative, et pour lesquels la voiture électrique peut être une bonne solution. J'ai vu également une question concernant les routes électriques. Je ne sais pas si vous avez des éléments là-dessus. Alors il y a eu effectivement un projet, il me semble, avec l'entreprise Colas sur des routes électriques. Donc il me semble que c'est des routes qui seraient recouvertes de cellules de couches photovoltaïques. Oui. Pour l'instant, c'est des investissements qui sont importants. Et si on devait équiper toutes les routes de France, je pense que ça se compte en milliards d'euros et que ce n'est pas forcément aujourd'hui une solution qui est économique. On reviendra dessus dans la suite de la présentation, puisque ce qui est important quand on parle de voiture électrique, c'est qu'il faut découper la mobilité en deux. La mobilité du quotidien, la mobilité de tous les jours, et puis ensuite la mobilité longue distance, donc la mobilité pour partir en week-end et pour partir en vacances. Alors, je vais juste reprendre ça. Si on continue, justement, c'est une très bonne transition. Aujourd'hui, la mobilité électrique, avec les voitures qui sont dans la rue, une Renault Zoé par exemple, qui est la voiture la plus vendue en France, ça permet déjà de couvrir la mobilité du quotidien. Donc la taille des batteries vous permet d'aller tous les jours et de revenir au travail. La mobilité du quotidien, c'est 60 km pour 80% des Français. Et ça représente, en termes de kilomètres parcourus, à peu près 80% des kilomètres parcourus. Donc, sans attendre 2040, on pourrait déjà aujourd'hui s'organiser pour que la plupart de ces trajets soient couverts en voiture électrique. Pour la longue distance, pour l'instant, c'est encore limité. Vous croiserez pas très souvent des Renault Zoé, par exemple, quand vous partez faire un trajet de 500 km, pour deux raisons. La première raison, c'est que l'autonomie des véhicules électriques est la moitié sur autoroute que ce que vous avez en ville. Je prends l'exemple d'une Tesla, que vous allez, peut-être pour certains d'entre vous, acheter pour 500 km d'autonomie. Et bien sur l'autoroute, ce n'est plus 500 km. 500 km, c'est en ville. Pour l'autoroute, c'est 300 km. Et là, on vous parle de la voiture électrique qui a la batterie de plus forte capacité. L'autre contrainte sur cette autonomie limitée, 300 km, alors qu'avec votre voiture essence diesel, ce sera plutôt le double, 600 km, c'est le temps de charge. Aujourd'hui, pour faire un plein de 600 km d'autoroute, ça va vous prendre 3 minutes.
avec le réseau actuel de stations, qui ont une puissance de 50 kW, eh bien ça va vous prendre 2 heures. Donc vous n'avez pas forcément... Alors parfois, si vous avez une pause pour vous arrêter déjeuner, vous pouvez prendre ce temps pour charger votre voiture, mais c'est une des contraintes qui fait que les gens préfèrent encore prendre leur voiture essence ou diesel pour les trajets longue distance. Et donc ce qui est vraiment important à avoir en tête sur la voiture électrique, c'est de décorréler mobilité du quotidien, où finalement vous avez besoin d'une batterie qui fait une capacité de 15 kWh, et vous avez une prise, puisque la différence entre la voiture à pétrole et la voiture électrique, c'est que la station essence est chez vous. Chacun a une prise de courant chez soi. Et puis la mobilité longue distance, où là on a besoin de batteries plus grosses, 4 à 5 fois plus importantes, qui posent des contraintes notamment sur la disponibilité des matériaux. Et on a aussi besoin d'une infrastructure de recharge qui aujourd'hui est à ses débuts et donc dont la disponibilité est limitée. Alors, un des freins majeurs aujourd'hui auquel on ne pense pas forcément, c'est que pour pouvoir avoir une voiture électrique, il faut avoir une place de parking pour pouvoir la charger. Quand on habite en ville, alors bien évidemment Paris n'est pas la France, mais à Paris 28% des ménages ont une place de stationnement. Alors la bonne nouvelle, c'est que souvent en ville, la plupart des gens n'utilisent pas leur voiture pour les trajets du quotidien, puisqu'il existe des alternatives, le métro, le bus, la trottinette, et un certain nombre d'alternatives. La problématique sur la voiture électrique, c'est que les gens qui utilisent leur voiture pour aller au travail et qui n'ont pas d'alternative puissent la charger. Et donc parfois, quand vous habitez dans un immeuble, dans une collectivité, vous n'avez pas forcément le moyen d'installer une borne de recharge. Et donc là, l'État doit pouvoir accompagner ces personnes qui utilisent leur voiture pour qu'elles puissent se charger et qu'elles puissent utiliser la voiture électrique pour la mobilité du quotidien. Là, sur la photo, vous avez un Twizy, et si vous arrivez à voir un câble qui descend du 3e étage pour pouvoir la charger, et pour illustrer cette contrainte. Ce qu'on voit aujourd'hui sur la recharge en fait, de cette voiture électrique, c'est qu'elle se fait majoritairement soit à domicile, soit au travail. Alors là, vous avez des données qui viennent de Norvège, puisque c'est la Norvège qui a le plus d'avance, et donc on voit comment ça a pu évoluer entre 2014, 2016 et 2017. On voit déjà, par exemple, qu'au travail, les gens chargent de moins en moins, et à domicile aussi. Alors ça, c'est lié au fait que la taille des batteries augmente. Donc comme la taille des batteries augmente, vous avez besoin, vous les chargez moins souvent. On voit aussi, et ça c'est aussi vrai en France, que les réseaux publics de recharge lente, ce sont des réseaux qui ont été installés entre 2010 et aujourd'hui pour notamment rassurer les acheteurs potentiels de voitures électriques, notamment sur les premiers modèles qui avaient une autonomie plus limitée. Ces réseaux sont de moins en moins utilisés, puisque les gens chargent chez eux ou au travail. Et on voit enfin tout à gauche que les réseaux de recharge rapide, eux, commencent à être de plus en plus utilisés, ce qui signifie que la voiture électrique commence à être aussi utilisée pour des trajets de plus longue distance. Alors si pour la mobilité longue distance, on aura besoin d'un réseau de charge rapide, c'est une condition nécessaire, on voit que quand on prend l'exemple du Japon ou alors des Pays-Bas, qui ont le réseau de recharge électrique le plus dense au monde, pour autant, les ventes de voitures électriques n'ont pas forcément décollé. Au Japon, les ventes de voitures électriques représentent 1% des ventes actuellement, et aux Pays-Bas, c'est quelques pourcentages. Ce qui illustre que le levier aujourd'hui le plus important pour le développement de la voiture électrique, c'est bien le levier de l'incitation financière, que cette voiture coûte moins cher. Et donc si ce réseau est bien nécessaire, il est encore suffisant. Quelques exemples en Europe, notamment des points de recharge rapide disponibles. Donc dans ce tableau, vous avez à gauche le nombre de points de recharge dans chacun des pays. Donc en France, en janvier 2018, vous aviez 660 points de recharge rapide. Et nous avons ramené le parc de véhicules électriques à batterie en circulation. On l'a divisé par le nombre de recharges rapides pour essayer de
comprendre un petit peu la densité. Alors la France est, je le rappelle, le deuxième pays le plus grand d'Europe, derrière l'Ukraine, et une fois et demie plus grand que l'Allemagne. Et donc, c'est vrai que c'est une problématique de pouvoir aller équiper les autoroutes de points de recharge rapide, notamment parce qu'aujourd'hui, le modèle économique n'existe pas. Il n'existe pas en France, il n'existe pas dans les autres pays. Pourquoi ? Je prends l'exemple de la France. Le réseau Corridor, c'est le réseau qui existe aujourd'hui sur les autoroutes. Une station sur deux est équipée d'un point de charge de 50 kW. L'an dernier, nous avons eu 10 000 recharges sur ce réseau-là. 10 000 recharges dans 200 points de charge, ça fait 50 charges par point. Donc à peu près une charge par semaine. À 7 € la charge, chaque point de recharge a généré un chiffre d'affaires de 350 €. 350 € dans une station essence ou diesel, ça vous prend à peu près 7 pleins. 7 pleins, c'est une demi-heure. Et donc aujourd'hui, ce que font certains États comme le Royaume-Uni, c'est de forcer les entreprises pétrolières qui auraient des concessions sur les autoroutes à installer des points de charge, même si financièrement ils ne gagnent pas d'argent sur la charge de la voiture elle-même, mais ils peuvent se, entre guillemets, récupérer sur la recharge, enfin le plein des voitures essence diesel ou sur les ventes en boutique. Alors, il faut quand même mentionner les initiatives. Tesla, qui est le constructeur qui a lui pris en charge lui-même la construction d'un réseau d'infrastructures de recharge rapide. Donc sur l'autoroute, les voitures que vous aurez plus le chance de croiser, ce seront des Tesla. Ils ont fait ça pour pouvoir vendre leurs voitures. Et vous avez une initiative européenne qui s'appelle Unity, où notamment des constructeurs allemands se sont mis ensemble pour pouvoir mettre en place ce réseau sur les autoroutes. Et les premières stations d'ailleurs ont déjà été ouvertes en France. Maintenant, parlons un peu de l'Europe et aussi de la Chine. Puisque la Chine, aujourd'hui, on a déjà une voiture sur deux, une voiture électrique sur deux qui est vendue en Chine. Ça, c'était vrai en 2017. Ce sera encore vrai en 2018. La Chine, qui était à 600 000 voitures électriques l'an dernier, en 2018, ils seront à 1 million de ventes de voitures électriques, ce qui représentera à peu près 5% des ventes de voitures neuves. La Chine a un plan industriel sur les voitures électriques pour plusieurs raisons. La première raison, c'est qu'ils souhaitent limiter leur consommation de pétrole, qu'ils n'ont pas, et donc limiter leur dépendance à d'autres États producteurs de pétrole. La seconde raison, c'est un problème de pollution atmosphérique, et donc la voiture électrique est un moyen de réduire la pollution atmosphérique, notamment dans les villes. Et la troisième raison, c'est qu'ils veulent en devenir le champion industriel mondial, et notamment devenir la base de production des voitures électriques dans le monde. Par exemple, à partir de l'an prochain, vous pourrez vous acheter une Volvo. La marque de voiture électrique est Polestar, qui sera fabriquée en Chine et qui sera vendue en Europe. En 2020, vous pourrez vous acheter une BMW iX3, qui sera aussi fabriquée en Chine et qui sera vendue partout dans le monde, y compris en Europe. Alors si on regarde de plus près les constructeurs de voitures électriques, on voit que l'an dernier, dans les 10 premiers constructeurs mondiaux, 5 constructeurs étaient chinois. Les derniers chiffres d'octobre, nous sommes à 6 constructeurs automobiles chinois et vous n'avez un seul constructeur européen qui est BMW. Si on s'intéresse aux batteries, ce n'est plus 5 des 10 premiers constructeurs, c'est 7 des 10 premiers fabricants qui sont chinois. Les 3 non chinois étant Panasonic qui fabrique les batteries de Tesla, et puis les 2 constructeurs coréens que sont LG et Samsung. La voiture électrique a permis de se développer ces dernières années puisque on a eu des batteries qui avaient de plus en plus d'autonomie et cette autonomie a été permise notamment par des batteries ayant une chimie incorporant du cobalt. C'est ce cobalt qui a permis d'avoir plus d'autonomie. Et quand on s'intéresse de plus près au cobalt, le cobalt c'est un métal qui est extrait à 55% en République démocratique du Congo et que en République démocratique du Congo, la Chine a déjà une emprise importante sur les mines
d'extraction du cobalt, qui sont des mines soit de cuivre d'ailleurs, soit de nickel, puisque le cobalt est un coproduit de la production de ces métaux-là. Et on voit par exemple que la plus grande mine de cuivre au monde, qui est la mine de Mutanda, appartient déjà aux Chinois. Si on s'intéresse maintenant au raffinage du cobalt, une fois qu'on l'a extrait au Congo et il est raffiné en Chine, là, la Chine, aujourd'hui, maîtrise 80% du raffinage du cobalt, 80% avec, comme vous le voyez, les 7 plus grandes entreprises. Et donc, elle a un contrôle important sur toute la chaîne d'approvisionnement des batteries. Qu'est-ce que ça signifie pour nous, Européens? En Europe, aujourd'hui, la production de cobalt représente 2% de la production mondiale. Si aujourd'hui l'Europe souhaite développer fortement les ventes de voitures électriques, il va aussi falloir qu'elle développe son autonomie pour ne pas dépendre soit du Congo ou soit de la Chine pour le développement de ces véhicules. Alors de quelle façon est-ce qu'on peut réduire notre dépendance à la Chine? Une des façons, c'est de développer le recyclage des batteries. Le recyclage, il est estimé qu'à horizon 2030, le recyclage permettrait de couvrir 10% de besoins des batteries. L'autre façon de réduire sa dépendance, c'est d'utiliser des batteries qui ont moins de cobalt. Donc ça, les constructeurs développent actuellement des batteries pour réduire la quantité de cobalt dans chacune de ces batteries-là. L'estimation, c'est qu'on pourra réduire la quantité de 30% par batterie à horizon 2030. Mais le troisième levier important, et dans lequel l'Europe se positionne, c'est de pouvoir développer la prochaine génération de batteries qui n'utilisera pas de cobalt, notamment les batteries à électrolyte solide. Et récemment, mardi dernier, un plan a été annoncé, un consortium franco-allemand, justement, pour investir en recherche et développement afin de développer la batterie de demain et de s'assurer de son autonomie sur ce sujet-là. Si on regarde maintenant la France, le gain effectivement économique de cette voiture électrique, si demain nous achetons 100% de voitures électriques mais qu'elles sont fabriquées en Chine, la solution, la différence par rapport à aujourd'hui où 2 voitures sur 3 sont importées et où bien évidemment nous importons le pétrole, ne va pas beaucoup changer. Donc l'impact sur la balance commerciale sera limité. Et donc c'est pour cette raison que l'Europe doit s'organiser pour devenir autonome sur la production des batteries. Vous avez un projet en Suède qui s'appelle Northvolt pour construire une des plus grandes usines de batteries, 32 GWh, et intéressant aussi puisque avec une électricité essentiellement décarbonée. Devenir autonome sur ces véhicules de demain, c'est aussi important, puisque comme on l'a vu récemment, une hausse du prix du pétrole peut avoir un impact important sur notre économie. C'est notamment à l'origine du déclenchement du mouvement des Gilets jaunes récemment. Alors bien évidemment, il y a aussi le gain environnemental de cette voiture électrique, puisque comme je vous le disais plus tôt, la fabrication de la batterie consomme beaucoup d'énergie, et notamment beaucoup d'électricité, et donc la voiture électrique aura un gain environnemental d'autant plus important qu'elle sera produite, et sa batterie, dans un pays où l'électricité est décarbonée. Là, vous avez les chiffres, par exemple, pour la France, où la voiture électrique commence à être positive en termes de CO2 pour une Renault Zoé à partir de 50 000 km. Plus la taille de la batterie augmente, plus ça va retarder le moment où on pourra faire des économies de CO2. Sur une batterie de 100 kWh, c'est plutôt 100 000 km. Et donc, il est important de prendre en compte, bien évidemment, l'empreinte carbone des véhicules électriques pour s'assurer qu'on les produise dans des véhicules avec une électricité, dans des pays avec une électricité décarbonée, en Suède par exemple, ou éventuellement en France. Demain, LG Chemical va installer une usine de batterie en Pologne. La Pologne, c'est le pays avec l'électricité la plus carbonée au monde, 90% à base de charbon. Donc ça, il faut plutôt inciter et mettre en place des incitations pour que ces batteries soient fabriquées dans des pays où le bilan sera plus intéressant. Alors, comment faire pour que demain, nous n'allions pas tous nous acheter, entre guillemets, une voiture électrique fabriquée en Chine? Eh bien, on peut s'inspirer des Chinois.
comme le disait Bérangère plus tôt, qui a mis en place des incitations conditionnées au lieu de production de la voiture. Si vous achetez une voiture fabriquée en Chine, vous avez le droit à ces incitations. Si elle est fabriquée ailleurs, vous n'y avez pas le droit. Donc on pourrait demain mettre en place, garder nos incitations pour des voitures qui sont fabriquées en Europe, y compris leur batterie. Voilà, je m'arrête là. Et puis, je vous propose de continuer avec une seconde séance de questions-réponses. Alors, pourquoi alors que la France produit massivement de l'électricité décarbonée, est-on aussi à la traîne sur le véhicule électrique? Alors, la France n'est pas à la traîne sur le véhicule électrique. La France, comparée aux autres pays européens, que ce soit l'Allemagne, que ce soit l'Angleterre, que ce soit même la Chine ou les États-Unis, en termes de vente de voitures électriques, de pénétration, on est aux alentours de 2%. Vous avez des pays qui sont en avance, et ça c'est le cas de la Norvège dont on a parlé, mais la France n'est pas plus à la traîne qu'un autre pays sur les ventes de véhicules électriques. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui ça n'est que 2% des ventes? Parce qu'aujourd'hui c'est un véhicule qui coûte encore cher, la batterie coûte cher à acheter, et comme on l'a vu, il coûte plus cher que son équivalent thermique. Et la seconde raison, c'est un véhicule qui vous ne permet pas pour l'instant de couvrir 100% de vos besoins. Il vous permet de couvrir les trajets du quotidien, donc c'est souvent une seconde voiture, et donc c'est une voiture souvent qui est une petite voiture essence d'occasion, et donc c'est une des raisons pour lesquelles ça se développe moins. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on commence à avoir un marché de l'occasion des voitures électriques, et avec ces voitures électriques d'occasion, ça devient abordable pour le plus grand nombre. Abordable pour le plus grand nombre, ça veut dire 100 € par mois pour une voiture électrique avec le coût de la batterie, de la voiture, de l'entretien, de l'électricité, mais aussi 5 semaines de location par an d'une voiture essence ou diesel pour pouvoir faire les trajets longue distance. 100 € par mois, un peu plus de 1 000 € par an. Il faut voir qu'une voiture coûte à peu près 3 000 à 4 000 € par an, donc ça devient abordable. Voilà, il y a une question de Francis qui demande pourquoi ne pas privilégier un mix véhicule électrique et voiture thermique très basse consommation qui permettrait du coup de réduire la dépendance aux matières premières telles que le cobalt. C'est une piste qui aujourd'hui n'est pas effectivement celle retenue par le gouvernement. Je pense que quand on cible prioritairement l'objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre et la neutralité carbone, garder des véhicules thermiques, ça ne peut pas répondre à cet objectif-là. Donc ensuite, c'est vrai que c'est une question de priorisation des objectifs environnementaux. Je pense que la réponse est surtout, comme on le disait tout à l'heure, de réduire également la place de la voiture dans la mobilité, notamment de la voiture particulière, et que ce n'est pas tellement uniquement la solution technologique qui doit être privilégiée, mais également des changements de comportement pour réussir à réduire cette place de la voiture. Je ne sais pas si tu veux compléter. Oui, alors, néanmoins, il est vrai que concernant la voiture électrique, on a de toute façon intérêt qu'elle soit électrique ou pas électrique, aujourd'hui de réduire son poids, puisqu'aujourd'hui les voitures, le poids moyen c'est 1,3 tonne, pour déplacer la plupart du temps 70 kg. Et donc, il est important de pouvoir mettre en place aussi des incitations pour encourager les constructeurs à réduire le poids et la puissance des voitures, qu'elles soient électriques ou thermiques. Et dans le cas où elles sont électriques, ça permettra aussi de réduire la taille des batteries. Donc, la piste du poids des voitures, quelle qu'elle soit d'ailleurs thermique ou électrique, est une piste importante pour pouvoir réduire les émissions de tout le parc automobile. Il y a une question de Lionel sur les véhicules électriques sont silencieux, quid des personnes malvoyantes? Alors je ne sais pas si je vais répondre aux personnes malvoyantes, mais c'est un aspect qu'on a assez peu abordé aujourd'hui, qui sont les co-bénéfices, les autres bénéfices de la voiture électrique, et effectivement la réduction du bruit, et puis de la pollution de l'air également, puisque dans la pollution de l'air liée aux voitures, la moitié vient de l'échappement, et donc au-delà de l'aspect climat, les véhicules électriques ont quand même apportent d'autres bénéfices qu'il faut valoriser. Alors, sachez que d'une manière réglementaire, aujourd'hui, vous avez des systèmes d'alerte justement sur les véhicules électriques qui vont émettre un bruit pour, notamment en ville, que les gens puissent être alertés. Et donc, ça sera ça aussi, bien évidemment, aux personnes malvoyantes. Alors, Gérald, le GNV existe depuis 10 ans. Pourquoi ne pas avoir choisi cette voie plus tôt? Alors, le GNV existe depuis effectivement longtemps.
l'hydrogène aussi existe. Si vous voulez, qu'on soit sur du GNV, sur l'hydrogène ou sur la voiture électrique, on a souvent ce problème de l'infrastructure de recharge qui n'existe pas notamment pour couvrir la longue distance. Le gaz naturel en ville, comme l'hydrogène, peut être une solution intéressante pour les flottes de voitures électriques, notamment en ville, qui peuvent mettre en commun l'infrastructure de recharge. Pour les véhicules particuliers, il y a une solution intéressante que l'on a encouragée pendant longtemps, qui s'appelle le GPL. Et le GPL a des gains, que ce soit en termes d'émissions de CO2, mais aussi en termes de pollution atmosphérique sur les particules et les oxydes d'azote. Et l'infrastructure existe. Et donc le GPL fait partie des solutions que l'on pourrait encourager, mais on rappelle que le GPL aujourd'hui est toujours d'origine fossile et à l'origine d'un baril de pétrole. Damien, pourquoi continuer à inciter la vente de voitures électriques? Alors la vente les voitures électriques, aujourd'hui un des bénéfices importants, comme je vous l'ai dit, c'est quand même de se débarrasser de notre dépendance à la consommation de pétrole. La moitié de notre importation de pétrole, c'est pour le transport. Et aujourd'hui, c'est une des raisons principales pour lesquelles on l'encourage. On l'incite aussi parce qu'aujourd'hui, c'est plus cher. L'industrie automobile, c'est une industrie de volume. Donc plus on en vend, moins ça coûte cher. Et donc pour que les coûts puissent baisser, il faut aider l'industrie à amorcer les ventes de voitures électriques. Alors, il y a une question sur les impacts sociaux de la transition du tout thermique vers le tout électrique. Alors c'est un aspect qu'on avait un peu regardé dans notre rapport sur les politiques publiques en faveur des véhicules à très faible émission, dont vous trouverez la référence en fin de PowerPoint. Dans l'ensemble, ce que j'avais retenu, c'est qu'il n'y avait pas forcément beaucoup d'évaluations sur l'impact en termes d'emploi, mais c'est sûr qu'on va transformer notre industrie automobile qui est surtout axée sur le thermique vers l'industrie axée sur le véhicule, pour la production du véhicule électrique, qui est le véhicule électrique est moins technique et donc moins intense en emploi. Donc clairement, il y a des impacts à attendre qui ne sont pas forcément encore complètement chiffrés. Et c'est pour ça notamment qu'il est quand même urgent que l'Europe se mobilise sur la production à la fois du véhicule électrique et de la batterie pour maintenir une part d'emploi industriel en Europe. Une autre question de Didier. Quel est l'impact sur la production électrique d'un passage 100% électrique en France des véhicules thermiques? Combien de centrales nucléaires en plus? Alors vous avez des scénarios qui ont été réalisés par RTE l'an dernier, des scénarios à long terme pour voir l'évolution de la consommation d'électricité. Et le scénario le plus, entre guillemets, optimiste sur la consommation d'électricité, avec de l'électrification des véhicules, une consommation stable d'électricité. Il faut avoir en tête que la consommation d'électricité baisse en France, comme d'ailleurs en Allemagne, depuis 2008. Elle baisse puisque nous améliorons notre consommation d'électricité et l'efficacité, par exemple les ampoules à basse consommation, ça n'est qu'un exemple. Mais donc, les autres gains que l'on pourrait faire, par exemple avec la rénovation thermique des bâtiments, qui va faire baisser notre consommation d'électricité, pourront être compensés par les ventes de voitures électriques. Mais RTE n'anticipe pas d'augmentation, de hausse de la consommation d'électricité suite avec les ventes de voitures électriques. Alors si on avait des ventes de voitures électriques 100% électriques en France, ceci étant dit, cela pourrait poser un problème sur le réseau lors de la recharge de ces voitures. Si tout le monde rentre chez soi le soir à 19h et branche sa voiture, le réseau ne sera pas en mesure de pouvoir se charger. La bonne nouvelle, c'est que les recharges lentes à domicile peuvent être réparties assez facilement la nuit entre les différentes personnes, mais il y aura des investissements à faire dans le réseau, notamment de distribution d'électricité, pour que tout le monde puisse charger sa voiture électrique. Une autre question sur l'hydrogène. Pourquoi plutôt l'électrique au lieu de l'hydrogène? On en a un petit peu parlé, mais je vais vous donner quelques chiffres quand même sur les véhicules à pile à combustible. Alors aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas encore beaucoup de véhicules à pile à combustible en circulation? Ça coûte encore cher, les voitures à pile à combustible. Il y a peu de véhicules disponibles. Vous avez la Toyota Mirai qui doit coûter aux alentours de 60 ou 70 000 euros. Et la voiture à hydrogène, si vous voulez, elle est là pour pouvoir faire la mobilité électrique longue distance. Sauf qu'elle n'a pas l'infrastructure de recharge
pour le quotidien comme la voiture électrique. Vous n'avez pas de prise à hydrogène chez vous, alors que vous avez une prise électrique. Et une station hydrogène, c'est un investissement de 1 million d'euros par station. Donc si on voulait avoir un réseau équivalent au réseau actuel de stations-service sur autoroute, 400 stations par 10 points de charge, ça fait un investissement de 4 milliards d'euros. Alors, c'est intéressant de regarder ce que font les autres pays, la Chine, la Norvège. Aujourd'hui, au niveau mondial, vous avez 4,5 millions de véhicules électriques en circulation. Sur les 4,5 millions, vous avez 10 000 voitures à pile à combustible, soit 0,2%. Quand on regarde en France, nous avons 42 voitures à pile à combustible en circulation sur un parc de 155 000. En Norvège, vous en avez 139 sur un parc de 233 000. Donc à peu près 0,06%. L'hydrogène reste une bonne solution, notamment comme le gaz naturel pour les flottes de véhicules électriques. Pour monsieur tout le monde, aujourd'hui, c'est encore cher et l'infrastructure de recharge n'est pas disponible pour la longue distance. On prend une dernière question. Je sais pas combien de temps. On peut en faire encore deux questions. La question de Laetitia sur l'incitation au covoiturage. Alors aujourd'hui, il n'y en a pas d'autre que le partage des coûts, qui est déjà une belle incitation, et ça fait effectivement, comme on l'a déjà dit, hein, tout ce qui est incitation à une autre forme de mobilité, donc moins utiliser sa voiture, la partager, et favoriser la mobilité douce, tout ça, effectivement, doit être encouragé. Et bien évidemment, le véhicule électrique n'est pas la seule réponse à la transition écologique du secteur du transport. Oui, et le covoiturage est effectivement un des leviers les plus rapides pour diminuer notre consommation de carburant, pour diminuer la dépense associée au transport, notamment pour les gens qui n'ont pas d'alternative, qui sont obligés de prendre leur voiture, qui n'ont pas de transport en commun. Édouard Philippe a annoncé récemment le remboursement, la possibilité des entreprises de rembourser à hauteur de 400 € par an le covoiturage. Donc ça correspond à ce que vous récupérez aujourd'hui avec votre titre de transport, votre carte Navigo quand vous habitez en région parisienne. Et donc ça, c'est une bonne incitation, puisqu'un des problèmes aujourd'hui, c'est que 90% des trajets pour aller au travail sont faits par des gens qui sont tout seuls dans leur voiture. Et donc quand vous vous mettez à deux dans votre voiture, eh bien, vous réduisez les bouchons, vous réduisez la pollution, vous réduisez votre consommation de pétrole, vous réduisez votre budget. Et donc ça, c'est une solution qui marche. Alors pas pour tout le monde, mais dans un milieu rural périurbain, dès que vous avez 300 personnes qui travaillent sur un site, soit dans une entreprise, soit sur un pôle d'activité, il existe des applications pour permettre à ces gens de covoiturer et de trouver des gens qui habitent près de chez eux. Ça, c'est la mesure la plus efficace et la plus rapide à mettre en place. J'ai peut-être le mot de la fin avec Christophe, qui nous remercie et qui nous demande de revenir au titre de la session. Quelle place, du coup, pour le véhicule électrique dans la mobilité de demain ? Importante, clairement, notamment pour les trajets du quotidien. Et puis sans doute pour les trajets longue distance, d'autres solutions à trouver ou à inventer encore, à favoriser les déplacements en train, la location de voitures sur place, peut-être, un changement de nos habitudes pour les trajets longue distance. Alors non, je suis d'accord. On est parti sur une interdiction de la vente à horizon 2040 des ventes de voitures, mais comme je vous le disais, à horizon 2030, plus rapidement, on pourrait être capable de faire 80% de nos déplacements en voiture électrique. Donc ça, c'est la mobilité du quotidien. Et après, s'organiser comme on le fait déjà aujourd'hui pour la mobilité longue distance. C'est-à-dire peut-être prendre un train électrique, faire du covoiturage avec Blablacar, et il reste la solution de la voiture, avec une voiture électrique et on loue une voiture quand on fait de la longue distance, ou alors une voiture hybride rechargeable qui permet de faire les deux trajets courte distance, longue distance, ou alors deux voitures, une voiture électrique en seconde voiture et sa voiture essence diesel pour la longue distance. Voilà, merci beaucoup à tous ceux qui ont participé à cette webconférence. Merci pour vos nombreuses questions. On est désolé de ne pas avoir pu répondre à tout, mais on espère vous avoir apporté quand même
des réponses sur cette question. Et puis on vous dit à bientôt et n'hésitez pas à aller consulter nos rapports qui sont en ligne sur le site de France Stratégie, notamment donc, le rapport dont je vous ai parlé sur les politiques publiques en faveur des véhicules à faible émission, qui fait un panorama des politiques dans différents pays, et puis une note d'analyse spécifique sur ce qui se passe en Chine autour du véhicule électrique. Merci et à bientôt. Merci beaucoup.